Non, comment toi, Bemba, qui a participé du début à la fin, comment es-tu arrivé à valider l'idée que Kabila est président, à induire tout un peuple en erreur? Et aujourd'hui, vous dites, non, vous avez été astreint. Qu'à cela ne tienne. Il y a eu la concertation en 2013. Bemba a envoyé ses émissaires participer aux concertations. Maman Bazaïba. Alors qu'il était à la... Alors qu'il savait qu'il était rwandais. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il savait que Kabila était rwandais. Pendant tout son parcours, il a signé l'accord de Cascades. Il a tout fait. La constitution, l'accord global et inclusif. Il a participé aux concertations. Il a participé au dialogue. Et il dit non, il était astreint par la communauté internationale. Ce qui veut dire vous ne serez jamais responsable de quoi que ce soit. Donc par décence, il devait commencer même par demander pardon non, c'est un au peuple congolais. Si Kabila est rwandais, vous êtes traître. C'est clair. Parlant de mixage et brassage dont on accuse Kabila... comme qui? J'espère que c'est pas même. Kabila y était contraint. Non, mais Kabila... Non, mais la proposition là n'est pas venue de Kabila. La proposition est venue de l'UDPS, du MLC, du RCD. Et pourquoi on l'accuse d'avoir orchestré? Parce qu'il était président, il doit s'assumer. Mais c'est que moi j'ai dit aux prêtres, votre démarche, pour moi, je la considère comme inachevée. Du simple fait que vous n'avez pas intégré la dimension anthropologique de l'homme Tshisekedi. C'est un phénomène. Vous ne pouvez pas signer un accord avec Félix Tshisekedi et dormir en paix. Il est capable de retirer sa signature. Et cette fois, il vous dira, non, c'est le peuple qui m'a demandé. Même avec les pères spirituels. Non, mais attendez, vous pensez qu'il a un odeur de sainteté avec Dieu? Pensez-vous vraiment qu'il est conforme à la parole de Dieu, mais prétend être chrétien? Pensez-vous vraiment que sa famille est stable? Pensez-vous vraiment qu'il est bien avec ses collaborateurs? Pensez-vous vraiment que... Non, Félix Tshisekedi, c'est un cas. Totikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Letoko Maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Pression. On devient meilleur en étudiant le meilleur et le contraire n'est que catastrophique. Nous sommes très contents et heureux de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro de votre magazine Politicon. Merci de nous rejoindre sur votre chaîne La Force du Détail. Encore, nous revenons pour décortiquer l'actu avec une de grandes bouches, bien entendu. Nous allons revenir sur les tout derniers sujets des 24 dernières heures avec Alain Bolodjoa qui a fait l'amitié de répondre à notre invitation. On parlera de la question sécuritaire dans l'Est du pays qui semble ne pas évolutive. Oui, nous allons nous poser des questions là-dessus, mais aussi nous allons épiloguer sur
pour parler au niveau de la région avec les M23, où en est-on à ce jour? On va aussi émettre un mot sur les consultations de Kinshasa. À Kinshasa, il y a des consultations. Les consultations sous la houlette de Eberande Kolongele, mais aussi à Kingabwa, il y a un autre poids lourd de l'opposition qui consulte à sa manière. Je parle déjà de Marc Kabound. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement sur ce plateau. Alain Bolodjoa est avec nous. Bienvenue et merci de cet honneur que vous nous faites. Merci à vous pour l'invitation. Mes salutations à tout le monde. Cohésion nationale, c'est un terme qui est sous toutes les lèvres. On en parle. Pour vous, quel est le sens que vous donnez au concept cohésion nationale? Selon Jean-Pierre Bemba, cohésion nationale veut dire celui qui partage une idée avec le chef de l'État. Ceux qui s'y opposent ne sont pas donc ouverts à ces consultations qui sont organisées par Eberande Kolongele. Bon, ces messieurs s'évertuent à délirer quand il prend la parole. Lorsqu'on dit cohésion nationale, c'est-à-dire on veut que le composition ou les composants de l'État puissent vivre aisément et en paix, en harmonie. C'est ça la cohésion nationale. On ne peut pas résumer la cohésion nationale à un individu. Là, peut-être, il parle de la cohésion politique au sein de l'Union sacrée. Ce n'est pas la cohésion nationale. M. Félix Tshisekedi n'est pas une référence. M. Félix Tshisekedi n'est pas l'élément constitutif de la nation. Il n'est qu'un seul élément parmi tant d'autres. Nous pensons qu'il n'y a pas vraiment de problème fondamental qui mettrait en mal la cohésion nationale en dehors des agirs de politique. Parce que toutes les tribus coexistent pacifiquement. En tout cas, en gros, c'est vrai qu'il y a ici et là certains problèmes qui s'observent, qui se constatent, mais la cohésion nationale ne peut être consolidée, parce que ça existe, ne peut être consolidée que si chacun de nous arrivait à respecter le pacte social qui nous lie. Nous sommes un État mosaïque qui est constitué de 450 tribus. Nous avons une diversité culturelle qui s'observe même par rapport au nombre de langues ou sinon de dialectes. 252. La constitution de l'État s'est faite en dehors de nos frontières. Il y a eu les 14 puissances qui se sont résolues d'appuyer l'idée de créer l'État. Et ils se sont référés à l'acceptation tacite de nos aïeux qui auraient signé des accords avec le roi des Belges dans le cadre de son entreprise. Et puis, par la suite, ils veulent donner à l'État, ou sinon à ce qui est devenu l'État congolais, une organisation politique. Il fallait impérativement avoir l'assentiment ou sinon l'acceptation de la communauté internationale. C'est comme ça qu'ils ont profité de la conférence de Berlin pour avoir l'avis favorable de ces 14 puissances. Et donc, l'État ayant été constitué en dehors de la dimension sociologique, nous, Congolais, qui avons hérité de cet État, nous devons investir pour qu'il y ait l'État-nation, le vouloir vivre collectif. Et il y a un travail qui a été fait. En commençant par Papa Kasavubu, Lumumba, le père de l'indépendance, ils ont eu à s'investir pour que nous restions unis avec cette volonté de vivre ensemble. Mais fort malheureusement, à cause des raisons politiques, il y a eu des problèmes et cela a conduit Mobutu à renverser le pouvoir et à imposer cette volonté de vivre ensemble. Mais la grande question que nous devons nous poser, qu'avons-nous fait par la suite? Je vous donne juste un cas. Moi, personnellement, et je le dis et je m'assume, je considère que tant que Félix Tshisekedi ne perdra pas le réflexe de Moulouba dans cette forme de mégalomanie, on n'aura jamais la cohésion nationale consolidée. Parce qu'il agit en tribu sur des questions qui touchent la nation. Les gens se plaignent. Mais pour corriger, cela ne nécessite pas assez que tous les politiciens s'alignent derrière lui, le suivre à la queue leu pour qu'il y ait cohésion nationale. Non, il faudrait faire appliquer la loi. C'est-à-dire, s'il y a des tribus qui sont traitées pour des raisons X ou Y, que la justice
fasse son travail. S'il y a des problèmes d'injustice en termes de nomination et ainsi de suite, on doit tenir compte de cette réalité. Si il faudrait respecter les droits humains pour que la paix sociale puisse régner, nous devons le faire. Alors, mais si ce on n'est nous dit pas que... le fait que quelqu'un ait déliré dans ses dires que l'on doit redéfinir autrement la cohésion nationale. Alors, il est question de cohésion nationale à l'interne d'abord, avant d'être à même de bouter l'ennemi dehors. Et on dit l'un des moyens d'y parvenir, c'est à travers les consultations nationales. Alors, à partir du moment où l'objectif n'est pas de créer la cohésion nationale à travers le respect du pacte social, vous avez dit ça, est-ce que vous voyez ces consultations atteindre l'objectif poursuivi par les initiateurs? Bon, déjà, les initiateurs n'ont aucune idée. Ça, c'est une évidence. Ils n'ont aucune idée. C'est-à-dire, ils attendent à ce que les idées leur soient fournies par le consulté. Parce qu'en suivant le consultateur, j'ai suivi, parce qu'ils ont lancé leurs opérations, c'était les dimanches, ils ont communiqué pour donner l'ossature ou sinon fixer l'opinion par rapport aux objectifs. Et je me suis rendu compte qu'ils n'ont aucune idée. Mais ils ont créé un cadre pour qu'on vienne leur déverser les idées des autres. Mais ils ont quand même créé une sorte de limitation. Ils veulent mettre en place un gouvernement dit d'union nationale, voyez-vous, et ils ont besoin que tous ceux qui ne sont pas de leur puissent venir et donner leur point de vue. Okay. Mais en même temps, ils consultent aussi ceux qui font partie de leur famille politique. Vous comprenez? C'est-à-dire, on vous pose la question, voulez-vous vous aligner derrière Félix Tshisekedi pour combattre les ennemis? Si vous dites oui, et après, on va vous proposer éventuellement de postes ministériels pour que vous fassiez partie de ces gouvernements. Je me rends compte que la première question est déjà mal formulée et elle n'est pas opportune. Elle ne répond pas aux besoins de départ. Qu'est-ce qui met en mal la cohésion nationale? C'est ça la vraie question. En ces moments-là, chacun donne son point de vue dans un cadre, on en discute. Ce qu'il y a à corriger, on corrige. Ce qu'il y a à renforcer, on renforce. Ce qu'il y a à extirper, on extirpe. En ces moments-là, on s'est fait une idée. Parce que la cohésion nationale est immatérielle. Et elle est toujours précédée par un sentiment de rejet des uns par les autres, exact. Et aussi par une crise latente ou non latente. Est-ce que c'est le cas de le dire avec la RDC? Est-ce que l'objectif poursuivi, c'est de parvenir à recréer la cohésion nationale en mettant fin aux frustrations et aussi à la perception de la situation de part et d'autre? Comme je l'ai dit, ce sont les pères fondateurs qui ont donné la base. Voyez-vous? Mais le travail a commencé avant nous. Vous savez que l'État, dans son essence, a trouvé son sens, si je peux le dire ainsi, grâce à la loi fondamentale. C'est la loi fondamentale qui a créé le cadre de la cohésion nationale. On nous a délimité en termes d'espace, en termes de composition sociologique, en termes de vision, en termes d'organisation. Tout est défini dans cette loi. Tout est défini dans cette loi fondamentale. Deuxièmement, on a choisi les animateurs. C'est comme ça que Papa Kassavou et les autres sont intervenus justement pour consolider davantage ces démarches. Qu'est-ce qui a brisé ça? Le non-respect de la norme. Parce que c'est la norme qui doit nous attirer. Alors, ces consultations sont-elles en mesure de résolver cette question? Non, nullement. Ce qui s'est fait, c'est déjà en violation de la Constitution, en violation des lois de la République. C'est-à-dire qu'on ne veut pas résoudre le vrai problème. Parce que justement, les gens se sont posés au préalable de mauvaises questions. Aujourd'hui, ce qui est recherché par ce que vous appelez union dite sacrée ou union, tout ça,
c'est de préserver ou de conserver le pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Sur ce point-là, tout le monde ne sera jamais d'accord. Mais si vous dites, voilà, nous voulons préserver les acquis démocratiques, nous voulons préserver la Constitution, nous voulons préserver la dignité nationale, en ces moments-là, on va se poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si nous répondons à ces questions-là, deuxièmement, on dit, OK, comme il y a eu ça, nous proposons à ce que nous mettions en place un gouvernement de mission qui va corriger les imperfections constatées et éventuellement résoudre la question. Avec des de la portefeuilles gouvernance militaire. restreints. Mais fort malheureusement, M. Félix Tshisekedi continue encore à violer la Constitution en élargissant les missions de son conseiller sans un acte légal. Ce monsieur a été nommé sur base d'une ordonnance. Son job description a été fixé dans une ordonnance. Aujourd'hui, il est en train de mener des opérations qui vont au-delà des limites de l'ordonnance le conférant le pouvoir d'agir. Donc, je ne sais pas. A-t-il pris une nouvelle ordonnance? A-t-il créé la fonction de consulteur? Non. Quelles sont ses missions? Doit-il consulter tout le monde? Ou sinon consulter des gens pour aplanir les divergences qu'il y a au niveau de la société? Il consulte l'union sacrée. Mais la décision d'élargir ou de consulter a été prise dans un cadre bien précis. On suppose que l'union sacrée a dégagé sa vision et il cherche maintenant à convaincre ceux qui ne sont pas d'accord. Et on en fait un fourre-tout. Il reçoit le chef des institutions, il reçoit tout le monde, on déverse et personne ne sait ce qu'ils vont faire de ce que vous avez déposé. Déjà, la démarche, pour vous, biaise l'objectif. Ils ne sont pas sérieux. Ça, c'est un manque d'intelligence criant. Je suis désolé. On sent que ces gens-là ne sont pas intelligents. La qualité de celui qui consulte? Non, ce n'est pas la personne qui... La personne qui consulte n'est qu'un exécutant. Mais ceux qui ont pondu l'idée de créer ces cadres-là, personnellement, moi, je ne sens pas l'intelligence. Parce que si vous voulez résoudre un problème, il faut les connaître. Quel est le problème qui assaille l'État congolais? Qu'est-ce qui justifie les dérèglements ou les dysfonctionnements? C'est le non-respect de normes. Nous avons un président qui a été kabilocratiquement élu et qui s'est tshisekedocratiquement imposé en 2023. Cela a créé les conditions de la guerre et de l'instabilité. Alors, si vous voulez résoudre cette question-là, il faudrait d'abord que toute la classe politique et les forces vives se mettent autour d'une table. Parce que là, il y a cassure entre la volonté de la population et ce que nous vivons. Il n'y a plus d'osmose entre le peuple et ses institutions. Aujourd'hui, nous sentons que c'est la guerre militaire qui a suscité l'intérêt à tous ces gens-là de vouloir la cohésion nationale. S'il n'y avait jamais eu de guerre, il n'aurait même pas besoin de la cohésion nationale. Il vous souviendra que nous avons eu à faire des émissions ici où les gens nous disaient il n'y a pas de crise politique. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui a changé? Goma n'est pas une crise politique. Parce que lorsqu'on prenait Bunagana, il n'y avait pas de crise politique. Lorsqu'on prenait certains territoires, il n'y avait pas de crise politique. Du fait qu'on ait perdu Goma, on considère que voilà, cette fois-ci, il y a crise parce qu'il y a une province qui vient de tomber. Non, mais quand on vous disait qu'il y avait crise politique, vous n'avez rien compris. Et dans ça, qu'est-ce qu'on veut? On voudrait assez que tout le monde soit derrière Félix. Non. Non, je m'inscrirai toujours en faux. On doit être derrière des idées fausses. Alors, je voudrais bien qu'on parle de la démarche de Kinshasa. On lance de consultations et Berrand Kolongele, qui est conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Donc, après ces consultations, il va devoir en faire un rapport à son chef qui va juger de la nécessité ou quand est-ce qu'il va mettre... il va juger la nécessité de la mise en œuvre de décisions qui lui seront ou des propositions. Oui. C'est lui qui décide en dernier ressort. C'est lui qui décide en dernier ressort. Et il peut jeter ou accepter ce qu'il veut. Et parmi les participants, personne ne saura si l'autre a proposé quoi et qu'est-ce qui a été retenu ou pas.
Ah, le danger est à quel niveau? Non, mais attendez. Vous voulez qu'il y ait cohésion nationale. Généralement, lorsqu'il y a conflit dans nos familles, qu'est-ce que l'on fait? On crée un cadre de dialogue. On en discute. Que chacun puisse vider sa gibecière et parler de ce qu'il y a, ce qui ne va pas. Et après, on dit, OK, tu as tort, tu as raison, et voici, on vous réconcilie. Félix Tshisekedi va se réconcilier avec qui? Parce que vous dites qu'il y a un problème de cohésion nationale. Et vous restez dans votre sur piédestal, vous êtes chez vous, habillé en président, chef de l'État, et vous dites, allez voir, dis, monsieur, va voir Fayoulou, dis-lui qu'est-ce qu'il veut. Va voir Moïse Katumbi, va voir Kabila. Il peut même venir, vous les rencontrer et tout ça. Ça, c'est du mépris. Ça, c'est du mépris. Qui a déjà vu un président de la République? Je prends l'exemple de la France, parce que les gens citent souvent la France. La France a connu une crise avec Charlie Hebdo. Est-ce que le président français a-t-il envoyé son conseiller aller consulter l'opposition? Non. C'est lui-même qui a fait ça. Il dit, monsieur le président, j'ai besoin de vous si vous voulez venir. Monsieur le président, il a appelé tout le monde. C'est là la considération. Voilà, le pays est en danger. Nous sommes menacés par les terroristes. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Là, vous considérez déjà. Comment pouvez-vous envoyer un simple conseiller, j'insiste, un simple conseiller, aller consulter un monsieur comme Kabila, comme Fayoulou, comme Olivier Kamutel, même comme moi? Je n'accepterai pas. Ce n'est pas normal. L'invitation, vous avez été déjà lancée à titre personnel ou en tant que président de votre parti politique, les BAT? Déjà, moi, je considère Félix Tshisekedi comme problème. Je ne suis pas dans votre logique. Kabila moi, ma dit, logique... Tshisekedi est le problème et la solution. Non. Tshisekedi est le problème. La solution, c'est ailleurs. Tshisekedi est le zéro de la fonction. C'est ce que Kabila dit. Non, mais Kabila s'il est zéro de la fonction, le problème est la solution. Non, il ne peut pas être solution. Si Félix Tshisekedi peut être solution, c'est s'il a la capacité de démissionner. En ce moment-là, on dira, voilà, il a pris une décision qui pourrait éventuellement être solution. Est-ce que cette démarche passera? On a l'impression que vous voulez que tout se passe sans Tshisekedi. Non, mais il est problème, cher ami. Alors qu'il est impossible d'arriver à cette non, comment pouvez-vous dire impossible? À ce moment, ça se passe autour de lui. Non, mais attendez, ne suivez pas Bemba. Bemba se comporte en parlementaire debout. Vous savez pourquoi Bemba devient de plus en plus agité? Parce que ce qu'il fait lui profite. Je suis sûr que financièrement, il y a une cagnotte quelque part. Parce que je ne vois pas Bemba organiser des activités avec ses moyens. Probablement que c'est l'État qui finance tout ce qu'il fait comme action de Parlement debout. Mais ce qui est vrai, si vous réfléchissez, vous concevez de stratégies ou de solutions avec Félix Tshisekedi comme élément moteur, sachez-le bien, ça ne sera qu'échec. Parce que tel que nous sommes là, non, dites-moi un peu, comment allons-nous négocier avec l'extérieur dès lors que nous resterons avec un monsieur comme Félix Tshisekedi, qui n'a aucun crédit, qui n'est pas considéré par ses compères? Aucun président africain ne fait confiance à Félix Tshisekedi. Aucun. C'est ce que vous dites. Aucun. Je peux vous défier. Aucun. Citez-moi un seul pays qui soutient Félix Tshisekedi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que d'aucuns diront, non, le Burundi. Non, le Burundi a un ennemi commun. Mais le Burundi n'a pas confiance à Félix Tshisekedi. Aucun pays ne peut prendre les risques de soutenir un monsieur. Or, la crédibilité de notre démarche à chercher à solutionner le problème passera inéluctablement aussi par la crédibilité des institutions. La crédibilité des institutions dépend effectivement de la crédibilité des animateurs des institutions. Or, la personne de Félix Tshisekedi aujourd'hui constitue déjà un obstacle. Et donc, moi, je considère que toutes les solutions avec Félix Tshisekedi n'est que problème. Alors, il faudrait prendre le courage de lui dire, messieurs, vous devez être dépouillés de votre pouvoir pour que l'éventualité de créer un cadre de concertation et de consultation
soit mis sur pied. Parce qu'il ne peut pas être président avec un pouvoir totalitaire, en même temps avoir une majorité parlementaire. Vous allez vous confier à son conseiller. Ça, c'est déjà une sorte de mépris, je l'ai dit. Et puis, le monsieur va faire un rapport condensé qui va aller déverser, donner à Félix Séké pour lecture. Félix Séké va statuer sur la question seul. Et il va garder la politique du pouvoir à part la suite. Non, mais effectivement, et puis il vous dit non, voilà, et je viens de mettre en place un gouvernement sur recommandation de ce qui a été fait. Et voilà, je fais, par exemple, de Kabouya ou de l'une de ses filles, l'un de ses fils, il fait de lui Premier ministre. Quand vous allez contester, non, mais ce sont des résolutions de consultation. Non. Il doit être dépouillé du pouvoir. Alors parce que c'est lui qui a mis les... Quel est l'objectif voilé de ces consultations? En réalité, ça viserait à réduire la quelques opposants. Non, à réduire la substance de la démarche de prêtre qui prend plus de la crédibilité. OK. Et puis, deuxièmement, faire en sorte c'est-à-dire, il y a eu une sorte d'enjambement, en fait. Il veut passer directement à la mise en place du gouvernement parce qu'il s'est dit, opposition à Nzala, opposition à Pété, si il demande aux gens de venir, les gens vont s'en précipiter. Il s'est rendu compte que les gens ne visaient pas le poste. Parce que lui, dans sa perception, il pensait que tout le monde se comporterait comme lui. Eux, ils ont négocié le poste avec Kabila. Mais aujourd'hui, les gens ne négocient pas les postes. Aujourd'hui, les gens négocient les changements, un changement radical. Les gens négocient la survivance de l'État. C'est là la nuance. Parce que tel que nous sommes là, c'est vrai, on peut avoir besoin d'argent, mais pas à n'importe quel prix. On ne doit pas céder, hypothéquer l'avenir. Juste parce qu'il y a quelqu'un qui veut se comporter en mégalomane, il veut se maintenir au pouvoir à n'importe quel prix. Non, nous pensons que le fameux gouvernement d'union nationale n'est que l'élargissement de l'ONEM, ce qu'ils font là. Ah bon? C'est-à-dire Office national de l'emploi. Tout celui qui est chômeur ou qui a un problème de facture va se précipiter à aller déposer sa candidature pour un poste qu'il ignore. Et après, Félix Séké dira, voilà, Mouzito, oui, on peut faire de lui. Il peut être qui? Non, ministre de l'économie. Non, lui, non. On peut faire de ministre de l'agriculture. Qui? C'est elle. Non, ministre de la pêche et l'élevage. Ministre de l'agriculture. Et à la fin, quand les gens vont se réveiller, dire, à quoi c'est un ministre de la culture? Mais c'est déjà trop tard parce que vous n'avez pas négocié. Deuxièmement, comment ce gouvernement va-t-il fonctionner? Parce que généralement, dans la pratique, il faudrait que la mise en place d'un gouvernement de large union nationale soit précédée d'un accord politique. D'un accord politique. Ça n'existe pas ici. Il n'y a pas d'accord. La philosophie de la gouvernance, il n'y en a pas. Les objectifs du gouvernement, il n'y en a pas. Et vous passez directement, venez. Et les gens sont précipités. Non. Le pays a besoin de la sérieuxité la plus absolue pour qu'il soit sauvé. On doit arrêter avec des bêtises qu'on veut nous imposer. On ne sait même pas on va faire quoi, on ne sait même pas comment les choses doivent se faire, on ne sait même pas qui a fait quoi, qui a fait comment, et quels sont les résultats, on ne sait même pas l'état des lieux, mais vous venez, vous dites, oui, nous répondons présent. Non. Vous visez la survie de l'État, et ceci est tributaire de la qualité des acteurs que nous voulons avoir en présence. La démarche Senko, SCC et ce que fait Kinshasa avec la consultation nationale en vue de la formation d'un gouvernement de large union nationale, est-ce que la démarche de père spirituel n'est pas trop élastique ou en même temps rédhibitoire? Bon, en tout cas, ce qui est vrai, je ne suis pas totalement d'accord avec leur démarche, mais on sent qu'il y a quand même de la rationalité. Voyez-vous? Contrairement à ce que fait Kinshasa. Non, ça c'est le banditisme. Je pense que les prêtres n'ont pas totalement tort. C'est que j'ai compris, parce qu'ils sont venus nous voir. C'est que j'ai compris. Ils veulent d'abord avoir l'accord de principe de toutes les parties prenantes, que chacun puisse déverser les idées forces, ceux qui doivent en débattre, et après ils vont mettre en place des ateliers. Ces ateliers thématiques, d'après leurs propositions, étaient au nombre de 9, mais avec les propositions, ils vont éventuellement arriver à 4 ou à 5.
chaque composante va envoyer, n'est-ce pas, ses représentants, les techniciens et les politiciens dans le groupe thématique. Ils vont analyser pour dégager cette fois-là le terme de référence pour l'éventualité d'un grand forum. C'est ce qu'ils refusent d'appeler dialogue. Voyez-vous? Et dans ces forums, avant d'abord d'y arriver, ils vont déverser tout ce qui va ressortir de consultation depuis le premier jour jusqu'à la fin à Félix Tshisekedi. Parce que pour eux, M. Félix Tshisekedi ne peut négocier avec quiconque à condition d'avoir la même perception de choses avec lui. C'est ce que Bemba dit. Or, s'il y a convergence, ça se comprend. Mais s'il y a divergence, vous ne pouvez pas dialoguer qu'avec des gens qui ont la même perception que vous. Parce qu'on veut la cohésion nationale. Il faut ramener d'autres à la table. Effectivement, d'autres qui ne partagent pas votre idée. Les voix discordantes doivent se mettre autour d'une table. Là, nous aurons la thèse et l'antithèse. Mais si on veut dissiper toute voix dissidente. Non, il veut avoir une synthèse avec thèse. Non, il faudrait qu'il y ait confrontation. Qu'est-ce que nous vous reprochons? Qu'avez-vous fait? Pourquoi l'avoir fait? Voici les conséquences et ainsi de suite. Qu'est-ce que nous faisons? Oui, notre frère s'est égaré. Il a posé des actes contre l'État et cela met en mal la quiétude. Alors comment y remédier? Voilà. Ah, comme c'est ça, on peut envisager mettre en place un gouvernement. En ces moments-là, c'est logique. Mais c'est que moi, j'ai dit aux prêtres, votre démarche, pour moi, je la considère comme inachevée. Du simple fait que vous n'avez pas intégré la dimension anthropologique de l'homme Tshisekedi. C'est un phénomène. Vous ne pouvez pas signer un accord avec Félix Tshisekedi et dormir en paix. Il est capable de retirer sa signature. Et cette fois, il vous dira, non, c'est le peuple qui m'a demandé. Même avec les pères spirituels. Non, mais attendez, vous pensez qu'il a un odeur de sainteté avec Dieu? Pensez-vous vraiment qu'il est conforme à la parole de Dieu? Mais prétend être chrétien? Pensez-vous vraiment que sa famille est stable? Pensez-vous vraiment qu'il est bien avec ses collaborateurs? Pensez-vous vraiment que... Non, Félix Tshisekedi, c'est un cas. C'est que moi, je constate. C'est un homme aimant les gens qui soutient les activités de l'Église. Nous nous souvenons, il avait même confié le pays entre les mains de Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Le Dieu que vous priez? Que moi j'ai prié. Vous ne priez pas? Non, moi j'ai prié. Mais vous parlez de quel Dieu? Vous ne priez pas le même Dieu avec Tshisekedi? Je ne pense pas. Mon Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Mon Dieu, c'est un Dieu de vérité. Parce que dans ma croyance, le père du mensonge, c'est le diable. Un chrétien ne ment pas. Un chrétien ne ment pas. Parce que l'identité de Jésus, c'est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Un chrétien ne ment pas. Tout menteur est du diable. Mentir. Pardon? Tshisekedi continue de mentir. Mais c'est son ADN. C'est son ADN. Tout menteur est du diable. Et donc, c'est que moi, je voudrais dire aux prêtres. Tout ce que vous faites, c'est bien. Mais ils doivent intégrer cet aspect. Mais la finalité, c'est quoi? Vous allez déverser tout chez Félix Tshisekedi, qui reste président avec un pouvoir absolu, qui a une majorité mécanique qui obéit à la lettre, un mercenariat. C'est lui qui considère que tout ce qu'il dit est parole d'évangile. Au finish, vos documents-là ne serviront à rien. Je prends un titre d'exemple. La conférence nationale souveraine. Les prêtres sont intervenus, non? Ils ont pondu un document avec une constitution. Cela n'a jamais été appliqué parce que le préalable n'ayant pas été respecté. Dès lors que Félix Tshisekedi ne sera pas dépouillé de son pouvoir, rien ne se fera. Vous savez la différence qu'il y a entre l'époque de Kabila et l'époque actuelle. Lorsque nous sommes allés à Sun City, Kabila n'avait plus la plénitude du pouvoir. Il s'était humilié? Non, mais il a accepté parce qu'il n'avait pas la maîtrise de tout. Kabila gérait 46% ou 36% du territoire. C'est vrai qu'on l'appelait président. Mais au regard de les réalités sur le terrain, réalité politique, il a dit, ok,
je dois faire profil bas, que les autres viennent, et puis ils vont discuter. Quand ils sont arrivés, la famille politique de Kabila avait le même quota que la famille de Bemba. Le même quota que la famille de Roubaix-Roy. Le même quota que notre famille politique de l'époque. Donc ils ont discuté à armes égales. À armes égales. Et les décisions prises ont été imposables à tout le monde. Qui vous dit que Kabila était d'accord de partager le pouvoir? Parce qu'il avait le même nombre de ministres que Bemba, le même nombre de députés et sénateurs que Bemba, le même nombre de mandataires, le même nombre de rédocs, le même nombre de bourgmestres, le même nombre de chefs de territoire. Et sur ces sujets, parlant de mixage et brassage, dont on accuse Kabila... comme qui? J'espère que ce n'est pas Bemba. Kabila y était contraint. Non, mais Kabila... Non, mais la proposition là n'est pas venue de Kabila. La proposition est venue de l'UDPS, du MLC, du RCD. Mais pourquoi on l'accuse d'avoir orchestré? Parce qu'il était président, il doit s'assumer. Il était président. De la même manière, quand Bemba venait, d'ailleurs je voudrais rappeler ces faits historiques, parce qu'apparemment les gens semblent oublier. Comment sommes-nous arrivés à avoir Bemba comme vice-président? Lorsqu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, et après, ils ont envoyé leurs émissaires. Je me souviendrai toujours, le vieux Ndundu Bonongue était logé, comment on l'appelle, au Grand Hôtel. Oui, je me souviens, c'était au Grand Hôtel. Il était logé là-bas. Il y avait Olivier Carmeta, la délégation du MLC qui était venue. Avant qu'ils ne viennent, il y a eu une loi d'amnistie. Voyez-vous, ils ont été amnistiés. Bon, ce n'était pas une loi en tant que telle, mais ils ont été amnistiés. Et après, ils ont commencé à parlementer avec le pouvoir en place. Ils ont commencé à placer les leurs et c'est comme ça que Bemba est arrivé. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'on a préparé l'avènement de Bemba dans ces contextes-là. Mais Bemba avait été sécurisé par qui? Il était sécurisé par ses propres agents, mais en même temps par la MONUSCO, la MONUC. Les agents qui étaient du reste congolais? Non, mais il y avait les Congolais et les Ougandais. Parce que Bemba entraînait tous ces gens. Et c'est dans ces contextes-là qu'ils ont commencé à négocier la réinsertion de leurs militaires au sein de l'armée. Parce qu'on devrait leur trouver la place. Non, mais effectivement, ils ont scindé l'armée. Ils se sont partagés les fonctions de l'État. Le chef d'état-major, le chef d'état-major adjoint doit être d'une autre composante. Ils ont politisé l'armée. Donc c'est contre lui que Kabila a accepté cela. Il n'y avait pas d'autre moyen possible pour déjouer cela ou trouver une autre solution à ce qui avait été proposé. Kabila et Bemba ont tenté de déjouer ça en signant l'accord des cascades. Voyez-vous, ils se sont décidés d'exclure le Rwandais. Parce que les Rwandais avaient des velléités sur la terre. Les Ougandais venaient juste pour exploiter. Ils n'avaient pas de visée pour avoir la terre, d'après ce qu'on nous avait dit à l'époque. Bemba et Kabila ont signé l'accord des cascades au Congo central. C'est comme ça que Étienne Tshisekedi, voulant amadouiller ou continuer ses relations avec le Rwanda, il est allé vers le Rwandais pour signer un accord ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue. C'est cet accord-là qui nous a ramené à Sun City 2. À quoi ça consistait ce rapport? Non, l'accord c'était de consolider leur union pour faire pression au niveau international en vue de ramener les signataires de l'accord des cascades au dialogue pour avoir l'accord global et inclusif. Vous comprenez? C'est ce deuxième accord qui a obligé la réintégration ou la réinsertion de Rwandais au sein de notre armée. Avant la mort de Laurent Désiré Kabila, il y avait 0 Rwandais dans l'armée. 0. Et à cette époque-là, Bemba ne savait-il pas que Kabila était rwandais? Non, il a dit qu'il savait qu'il était rwandais, mais il était astreint par la communauté internationale. Oui, mais Bemba, tu nous as induit en erreur. Parce que à Sun City, c'était le dialogue inter-congolais. Kabila a été représenté. Je tiens à rappeler que Kabila n'était pas à Sun City. Il y avait Katumba Mwanke, Samba Kaputo, Kamere, ils étaient nombreux, ceux qui les représentaient là-bas. Ils ont eu à parlementer, à discuter. Ils se sont résolus
que Kabila reste président. Toutes les parties toutes les parties prenantes, que ce soit Etienne Tshisekedi, que ce soit Bemba, ils ont apposé leur signature. Bemba ne s'y était pas opposé. Non. Non. Ils ont signé l'accord global et inclusif, Kabila présent. Et après, ils ont eu à mettre en place le comité de suivi qui était présidé par Kabila et William Swing. Celui qu'on appelait Coco Swing. Coco Swing. Voilà. Et nous, à l'époque, nous étions représentés par Pai Pai, qui était l'ancien gouverneur de la Banque centrale, et Olengankoy. Olivier Kamitatu et Bemba. Et le type de Roubewa avec un autre monsieur. Et puis, au PPRD, il y avait Samba Caputo, je crois, avec un autre là, ils étaient à deux. Deux. Ils se sont résolus. Ils ont proposé la constitution de la transition. Et après, on a eu la constitution de la transition. Le présidium, Kabila a présidé les réunions. Ils ont eu à proposer le draft de la constitution que nous avons aujourd'hui. Ça a été débattu parce qu'à l'époque, la présidence de l'Assemblée nationale était tenue par un membre du MLC. On a eu la constitution de 2006, le projet, l'avant-projet, la constitution, et nous avons eu cette constitution. Le jour de la promulgation de la constitution, c'était fait en plein air. Vous comprenez? Quand Kabila lisait cette constitution, il y avait 4 vice-présidents. Bemba, Roubewa, Zaïdi Ngoma, le vieux Yerodi Abdoulaye Ndombasi. Ils étaient à 4. Et par quelle chimie aujourd'hui Bemba Alors, commence à s'opposer à cette même Bemba, constitution? Non, comment toi, Bemba, qui a participé du début à la fin, comment es-tu arrivé à valider l'idée que Kabila est président, à induire tout un peuple en erreur? Et aujourd'hui, vous dites, non, vous avez été astreint. Qu'à cela ne tienne. Il y a eu la concertation en 2013. Bemba a envoyé ses émissaires participer aux concertations. Maman Bazaïba. Alors qu'il était à la... Alors qu'il savait qu'il était rwandais. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il savait que Kabila était rwandais. Pendant tout son parcours, il a signé l'accord de Cascade. Il a tout fait, la constitution, l'accord global et inclusif. Il a participé aux concertations. Il a participé au dialogue. Et il dit non, il était astreint par la communauté internationale. Ce qui veut dire vous ne serez jamais responsable de quoi que ce soit. Donc par décence, il devait commencer même par demander pardon non, c'est un au peuple congolais. Si Kabila est rwandais, vous êtes traître. C'est clair. C'est clair. Parce que vous savez, moi je ne savais pas que Kabila était rwandais. Vous ne le saviez pas? Je ne savais pas parce qu'on me disait qu'il est le fils de Laurent Désiré Kabila. Non, est-ce que vous comprenez la conséquence d'avoir un président qui a une fausse identité? Je ne sais pas, peut-être que vous avez une autre perception. Essayez de vous imaginer. On considère Laurent Désiré Kabila comme héros national. Fort malheureusement, si Kabila est rwandais, c'est-à-dire le héros national, a fait introduire dans notre système de défense un non-congolais. C'est-à-dire Laurent Désiré Kabila est traître. Pouvez-vous vous imaginer, la classe politique a laissé la latitude à un étranger connu par eux à promulguer la Constitution? Non, si c'est ça, si ce que vous dites est vrai, vous êtes tous des traîtres. Et donc, par conséquent, nous ne pouvons plus vous faire confiance. Parce que vous nous avez tous induits en erreur. Et au-delà de ça, le 30 juin 2005, nous, l'opposition, nous sommes organisés pour faire pression à la fin de la transition. Vous savez, parce que la transition était prévue pour 2 ans, avec éventualité, bien sûr, d'ajouter une année. J'ai été arrêté, tabassé, dépouillé de tout ce que j'avais le 30 juin 2005. Vous savez qui avait organisé ça? Jean-Pierre Bemba. Alors qu'il était encore ministre et le vice-président en charge de finances et économie. Mais il s'est opposé à notre démarche. Il a dit, papa, maman, ce qui veut dire qu'il protégeait le pouvoir de Kabila. Parce que Kabila était président. Est-ce que pour nous, s'accorder à dire que la prison lui a laissé quelques séquelles ou le fait d'avoir rejoint Félix Tshisekedi? Non, le problème c'est que Bemba déjà,
de par son histoire, n'a jamais été un homme sérieux. De par son histoire. Il est de nôtre. Sauf peut-être s'il y a quelqu'un qui a une autre information. Sa maman est Munzombo. Je crois qu'elle doit s'appeler Catherine, quelque chose comme ça. Elle est morte en 1974. Elle est du Sud-Oubank. Son papa est Ngbaka, de par sa mère. Vous comprenez? C'est-à-dire il a notre sang. Citez-moi 5 anciens collègues de Bemba qui le considèrent comme un homme sérieux, honnête, discipliné, un homme qui sait vivre avec les gens. 5, comme qui? Il n'y en a pas? Non. Il n'y en a pas. Il est toujours trop potent. Mais ce que je constate là, c'est-à-dire que le monsieur a vendu son âme. Il devient aujourd'hui parlementaire debout. Parce que ce qu'il fait, c'est ce que le parlementaire debout font. Il semble oublier que son département, c'est un département stratégique. Même pour résoudre la question de la guerre. On ne peut pas résoudre la question de la guerre sans un système de transport. Il n'y en a pas. Aucune entreprise de son secteur ne fonctionne normalement. Citez-moi une seule entreprise. LMC, ligne maritime congolaise, dysfonctionnement. Congo Airways, dysfonctionnement. Congo, comment on appelle ça? Air Congo. Ligne Air Congo, dysfonctionnement. Transacadéma, dysfonctionnement. Transco, dysfonctionnement. OBK, dysfonctionnement. Toutes les entreprises qui dépendent de lui, dysfonctionnement. Il semble oublier que si l'on prend la bonne partie de l'Est, le Congo sera asphyxié. Or, sur le plan de l'Est, on voit les entreprises minières. Sur le plan de l'Ouest, on voit les entreprises de transport. Voilà pourquoi vous trouvez l'ONATRA était le poumon de la partie Ouest. Que fait-il? Parce que le pays a besoin d'argent. Le pays a besoin de mobiliser son peuple. Au lieu de mobiliser le moyen en tant que ministre, lui cherche à mobiliser le peuple. Mais il ne se pose même pas la question. Comment allons-nous exploiter ces jeunes qui sont mobilisés partout dans le pays? Comment arriverons-nous à les amener jusqu'au centre de formation? Comment arriverons-nous à gérer leur carrière et ainsi de suite et à les déployer? Là, il ne réfléchit même pas pour ça. Je tiens à dire à Félix Tshisekedi, le fait seulement que vous êtes ce que vous êtes et que vous choisissez de mauvais collaborateurs, je suis sûr et certain que dans moins de 6 mois, la situation sera pire que ce que nous avons. Et là, vous allez vous rendre compte que j'avais raison. La solution, c'est l'article 64. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Alors, nous devons prendre le sens de la mesure, puisque en analysant les faits, on constate que cette fois-ci, le ministre en charge des Transports, Jean-Pierre Bemba, est tombé plus bas, surtout en se transformant en un lanceur d'alerte, en lieu et place de travailler et trouver des solutions aux vrais problèmes de Congolais. Allez, on parle de la tripartite annoncée pour ce samedi entre Tshisekedi, Kabila et Corneille Nangaa sous la facilitation de Yoweri Museveni. Il y a quelques semaines, Kabila était déjà signalé à Kampala pour une rencontre avec Yoweri Museveni, dont le fils menace ouvertement d'attaquer la RDC à partir de Kisangani. Où allons-nous justement? Beaucoup disent que finalement les masques sont tombés, que Kabila est véritablement le patron de l'AFC. Donc, Félix Tshisekedi avait bien raison de le pointer du doigt. Qu'est-ce que vous en dites? Le fait d'avoir été invité par Yoweri Museveni. Oui. Yoweri Museveni l'a invité. On l'invite en quelle qualité? Beaucoup disent on l'invite en qualité de patron de l'AFC dans Corneille Nangaa. Non, mais attendez. Est-ce qu'il s'est fait inviter ou on l'a invité? On l'a invité. Alors, qui vous dit que la personne qui l'a invité lui a dit que venez en tant que financier du M23? Non, mais on est intellectuel, on doit réfléchir en tant qu'humain, en tant qu'homme intelligent. C'est qui est vrai. Je ne sais pas si Kabila je ne vois pas comment Kabila ne peut pas avoir de lien avec Nangaa. Moi, personnellement, je ne vois pas. Ils se connaissent, non? Ils peuvent avoir des liens. Mais je ne sais pas comment démontrer si Kabila a un lien avec le M23. Mais moi, je sais qu'il y a un lien entre le M23 et Félix. Là, j'ai des éléments. Vous comprenez? Kabila est en relation avec Nangaa. C'est Kabila qui a fait de Félix Tshisekedi président en passant par Nangaa.
C'est Félix Tshisekedi qui a fait la résurgence, qui a fait ressurgir le M23 en utilisant Kagame. Mais Kagame et Félix Tshisekedi se sont rencontrés à Doha, non? Quelle est la solution? Vous pensez que si Kabila, Félix Tshisekedi et Nanga se rencontrés, ça va mettre fin à la crise? Apparemment, vous ne comprenez même pas la crise. La crise est multidimensionnelle et multiforme. Même s'il y a cessation des guerres, il y a toujours une crise. Il y en aura toujours. Ne pensez pas que, parce qu'apparemment le Congolais se focalise que sur la guerre. Non. La question de la gouvernance, le non-respect de la Constitution, le fait d'avoir marché sur le droit des autres, les droits humains ne sont pas respectés, le droit de la liberté d'expression n'est pas considéré. Les détournements de fonds se font chaque jour et au vu aussi de tout le monde. Pensez-vous qu'on va résoudre cette question du fait que Félix Tshisekedi ait rencontré Kabila? Vous vous trompez. L'objectif serait lequel? L'objectif pour eux, c'est de négocier à ce que Félix Tshisekedi reste en fonction jusqu'en 2028. C'est tout ce que vous voyez là, c'est ça l'objectif. Ce n'est pas de résoudre le problème, non, de faire en sorte que Félix Tshisekedi reste en fonction jusqu'en 2028. Cela pouvait trouver un sens si nous étions dans le respect de la Constitution. Et Kabila est invité en quelle qualité? Serait invité à quelle qualité? Je ne sais même pas s'il est invité. Je n'ai aucune preuve. PPRD a communiqué dans ce sens. Selon les caméras de Pero Luara, non, il peut aussi avoir un problème de batterie. Dit formellement oui ou non, mais la rencontre reste maintenue pour ce Kabila a un porte-parole. Le porte-parole n'a pas communiqué, même s'il communiquait. On ne communique pas surtout. Surtout lorsqu'on parle des acteurs ou des hommes politiques de premier rang. Non, ils sont premier rang parce que vous le voulez. Je ne suis pas obligé de les considérer les premiers rangs parce que ce qu'ils font contre l'État, ça ne peut pas me pousser à les considérer comme vous les considérez. Moi, je suis dans la logique où Kabila, Félix et Nanga, tous doivent être mis de côté. Parce que ce sont eux qui sont à la base de cette crise-là. Donc même Kabila n'a pas de revendications? Non, il peut avoir des revendications parce qu'il n'est pas encore jugé. Mais Kabila n'est pas un saint. C'est lui qui a créé les monstres. C'est lui qui a créé Félix. C'est lui qui a créé Nanga. C'est lui qui a créé le contexte Nanga actuel. dit que c'est lui qui l'a créé, non Kabila. Non. Il a assumé ses propos en tant que président de la CENI. Ce monsieur n'a jamais été sérieux. De façon théorique, Kabila n'avait pas une mainmise sur la CENI. Ah bon? À moins que Kabila n'avait pas une mainmise sur... Vous nous disiez une autre chose. Non, Kabila n'avait pas une mainmise sur... Il n'était pas président de la CENI. Mais Nanga semble oublier qu'il y avait un accord entre Kabila et Félix. C'est lui qui a fait signer à Kabila... L'accord de gouvernance. Ah, ok. La CENI intervient dans l'accord de gouvernance? Monsieur, vous nous prenez pour qui, vous, là? Non, soyons sérieux. Vous avez créé les conditions de la déstabilisation de l'État. Apprenez à vous taire. On doit arriver à trouver solution au problème. Parce que le mal avec nous, les Congolais, les gens prennent position par rapport au centre d'intérêt. Ceux qui aiment Kabila, se mettent tous derrière Kabila. Ceux qui aiment Félix, se mettent tous derrière Félix. Mais le peuple n'a personne là. Ce sont eux qui ont créé les conditions. Parce que s'ils avaient... Tout ça, c'est quoi? C'est pourquoi? Parce que Félix Kabila, cherchant à protéger ses intérêts, il n'a pas voulu assez que la personne qui a été élue soit proclamée élue. Si c'était Fayoulou, on n'allait pas connaître toute cette guerre. Il fallait laisser le peuple se choisir. Parce qu'il y a une dimension mystique que les gens semblent oublier. Vous savez, dans l'histoire, dans la Bible, pour avoir le pouvoir dans l'État, il fallait être oint. C'est-à-dire, on prenait de l'huile, on priait, et puis on vous oignait avec l'huile. C'est-à-dire, on vous transfère le pouvoir mystique. C'était ça, la pratique. Vous pouvez être là, vous êtes assis sur la chaise, mais dès lors que vous n'avez pas l'onction, vous ne pouvez pas bien exercer. David a été désigné, mais il n'a pas exercé parce qu'il n'était pas encore oint. Et lorsqu'on l'a oint, c'est comme ça qu'il est entré en fonction. Et la grâce avait été retirée. Non, mais effectivement, sur Saül. Et Saül lui-même aussi a été oint. Vous voyez cette pratique-là, dans la démocratie, c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire, on demande à la population, entre A et B, vous choisissez qui? Chaque fois que la population déverse ou met son bulletin dans l'urne
en faveur de X, il y a un transfèrement de pouvoir d'agir. C'est une pratique mystique. C'est une pratique mystique. Et donc, ne voulant pas respecter ça, la société n'est plus en osmose avec le peuple. C'est-à-dire les institutions ne sont plus en osmose avec le peuple. Voilà pourquoi vous trouvez un président qui a le levier du pouvoir, mais qui n'a pas l'onction populaire. Il ne sait pas s'en saisir. Non, il ne peut pas, parce qu'il n'a pas l'onction populaire. Il fallait laisser Fayoul lui exercer la fonction. Fayoul aussi ne pouvait pas traduire Kabila en justice facilement parce que Kabila était protégé par une loi. Et vous avez créé les conditions de l'avènement de M. Félix Tshisekedi tout en sachant qu'il est ce qu'il est. Donc, c'est le pouvoir mystique ou spirituel qui vous investit véritablement de la mission à la tête d'un pays. Non, mais effectivement, les textes vous confèrent, vous délimitent vos missions. Voyez-vous? Mais le pouvoir d'agir dans l'État, c'est ce qu'on appelle la légitimité. C'est-à-dire la reconnaissance de la population du pouvoir que vous avez. Ça vous met en osmose avec le peuple. Quand vous agissez avec l'onction populaire. Félix Tshisekedi est l'œuvre de la forfaiture. C'est-à-dire qu'il a brisé le pacte. La population ne se reconnaît pas. Non, mais s'il vous plaît, allez voir dans nos rues. Allez voir le comportement de la population. La population n'est plus dans l'État, en fait. Et le président est en train de divaguer, de naviguer à contre-courant parce qu'il n'a pas l'onction populaire. Et tout ça, c'est qui? C'est Kabila. Il faut reconnaître qu'il a péché en faisant laisser M. Président. Et je pense donc... Est-ce que c'est pardonnable pour lui? Il a dit dans la récente interview qu'il ne regrette pas les erreurs. Pour avoir été coupable, mais il reconnaît les erreurs. Pour avoir été coupable d'une ou de deux erreurs, il s'engage à corriger cela. Non, mais à corriger en quoi faisant? En allant signer des accords avec Félix Tshisekedi. Apparemment, vous semblez ne pas bien comprendre les choses. Si nous voulons corriger... Il est le seul jusqu'ici qui a résisté à ce régime depuis 2023, depuis 2019. Il n'a jamais participé aux élections ou à quoi que ce soit. Il est resté en retrait de la vie politique. Kabila ne pouvait pas postuler parce qu'il était fin mandat. Il pouvait désigner, faire désigner. Son parti a participé aux élections de 2018 parce que ce sont eux qui l'ont organisé. La seule élection qu'ils n'ont pas eu à participer, c'est les élections de 2023. Mais la crise n'a pas commencé en 2023. La crise a commencé le 10 janvier 2019. C'est le 10 janvier. Jour de la proclamation. Jour de la proclamation. C'est en ce moment-là qu'il y a eu cassure entre l'aspect métaphysique de l'État et l'aspect physique. Tout a commencé là. Parce que la population qui transfère le pouvoir d'agir ne l'a pas fait. La population ne se reconnaît pas en Félix Tshisekedi. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font maintenant des artificiels. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils donnent l'argent pour mobiliser les gens. Ah voilà, il est populaire. Non. Non. Félix Tshisekedi n'est respecté par personne. Allez poser la question au chef coutumier. Allez leur poser la question. Que leur disent les esprits? Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui est au pouvoir. Allez leur dire, moi je change avec eux. Félix Tshisekedi, dans la dimension métaphysique, il n'est pas chef. Il n'est pas là. Alors, si nous voulons corriger prochainement, que l'élu soit proclamé élu. Nous devons éviter de faire l'exusurpation de fonction ou de rôle de la population. Et la Constitution l'a dit dans son article 5. Seul le peuple est souverain. C'est lui qui transfère son pouvoir d'agir. J'espère que vous avez compris. Toute autorité vient de Dieu. Dans une démocratie, l'autorité ne vient... Non. Toute autorité vient de Dieu. Ne confondez pas le pouvoir et l'autorité. Et ne semblez pas oublier que ce qui a été dit là a été dit avant la démocratie. Vous savez comment Israël est arrivé à devenir royaume? C'est sous pression de la population. Ah, vous voulez avoir un roi comme les autres? Je vous en donne. C'est comme ça que Dieu a créé la fonction de roi. Saül a été choisi comment? Il était dans autre chose. Saül n'avait pas l'ambition d'être roi. Parce que dans leur système, il n'y avait pas de roi. Il y avait des juges.
C'est Dieu qui a créé le royaume. Et pourquoi? Sur demande de la population. Dieu a dit, vous voulez avoir un roi qui va dominer sur vous parce que vous l'avez demandé, je vous le donne. Dieu a consacré aussi la démocratie. Dieu a dit, cette fois-là, je ne choisirai plus pour vous, mais c'est à vous de vous choisir. Mais sachez-le très bien, chaque fois que vous choisissez quelqu'un de pas bon, c'est vous qui en pâtissez. Dieu a consacré, Dieu est pour la démocratie. Dieu est pour la démocratie. Allez, nous allons évoluer, il nous reste 5 minutes. Nous signale la régie. Mais pendant ce temps, au moment où Ebérande consulte, il n'est pas sérieux. À Kingabwa, un poids lourd de l'opposition consulte aussi à sa manière. Je parle déjà Marc Kabou. Oui, vous avez même été consulté par lui. Vous vous êtes rencontrés. Qu'est-ce que vous êtes dit en aparté? Non, consulté comment? On va rendre visite à un frère qui était en prison. C'est une consultation. Ça ressemble de plus en plus à des consultations. Il y a une consultation, vous changez. Vous me consultez alors. Ça donne l'heure de consultation. C'est un frère qui sort de la prison. On était voir Mike Moukebaye. Quelles sont les cartes, le dessous des cartes? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ne vous a-t-il pas livré quelques révélations? Non, mais il a fait part de ses ambitions pour 2028. Mais on n'était pas venus pour ça. Nous étions venus rendre visite à un frère qui était victime de l'injustice. Nous l'avons rencontré, on l'a salué, et après, on a échangé sur les raisons de notre visite. Il nous a dit le comment a-t-il été arrêté. Il nous a donné certaines informations par rapport à la situation de la prison. Et en passant, il dit non, nous devons envisager 2028. Lui devait envisager 2028 parce qu'apparemment, il est, je ne sais pas si... En sollicitant votre soutien? Non, il n'a pas fait. Ne vous a-t-il pas demandé de le rejoindre? Non. Et s'il l'avait fait ou s'il le fait J'allais dire non. Est-ce qu'il y a convergence? J'allais dire non. C'est clair. J'allais dire non. Pourquoi on doit seulement le soutenir? Vous connaissez sa vision? Il est pressenti pour être le prochain Premier ministre. Alors même s'il a dit jusque-là, il a dit non. On sait en politique comment ça se passe. Il nous avait rassuré qu'il n'allait pas accepter ce genre de choses. Ça, c'est sûr. C'est ce qu'il nous avait dit. Et je crois que c'est Maître Rodrigue qui lui avait posé la question par rapport à ce qui se disait par l'homme de caméra multiple. Il a dit, lui n'est pas dans ça. Et d'ailleurs, il ne savait même pas quelle était la procédure de sa libération. A-t-il été sincère en répondant à cette question? Non, mais s'il n'est pas sincère, donc il n'est pas crédible. Allez, merci beaucoup. Pourquoi les gens commencent déjà à parler de 2028? Si la guerre va continuer, il n'y aura pas d'élection. Si la population mourrait, il n'y aura pas d'élection. Sauvons d'abord la nation. On aura tout le temps de parler des élections. Vous voulez être des candidats d'une population morte ou vous voulez effectivement faire la politique? Parce que c'est ce moment-ci, on doit être concentré sur comment mettre hors d'état de nuire les 3 personnes que j'ai citées ici. Si on n'arrive pas à résoudre cette question-là, oubliez. Alors, on va chuter avec vous, Alain Bolodja. On parle de celui qu'on a présenté à tort comme l'envoyé spécial de Donald Trump à Kinshasa. Et puis, un mot sur le pourparler de Luanda et la recherche de la paix par le régime de Kinshasa. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir en 2 minutes? Déjà, nous devons savoir que le fait que le Conseil de sécurité s'y est prononcé par rapport à la question, c'est la MONUSCO qui va mener la danse. Ce sera à notre profit? Non, bon, comment ça à notre profit? C'est la MONUSCO qui doit mener la danse. Parce que la mission lui a été confiée dans la résolution que vous tous vous avez applaudi. C'était combien? 27-73. 27-73. Ouais. On a confié la mission à la MONUSCO. Toutes les autres organisations doivent se greffer à la MONUSCO pour mener à bien. Et la MONUSCO, fort malheureusement, va se référer aux résolutions de Nairobi et de Luanda. Or, les résolutions de Luanda s'appuient sur les résolutions de Nairobi. Et dans ces résolutions de Nairobi, rien n'est en notre faveur.
Parce que Félix Tshisekedi a mal négocié déjà à ces niveaux-là. Il y aura réinsertion, il y aura dialogue, il y aura, on va renouer la coopération avec le Rwanda. Tous les accords signés avec le Rwanda doivent être appliqués. On avait parlé de ça. C'est de la haute trahison. Sur ce plateau. Effectivement, c'est de la haute trahison. Alors dites-moi, vous qui parlez des élections, allez-vous laisser un monsieur comme Félix Tshisekedi organiser les élections? En faveur de qui, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a moyen encore de revenir sur ce qui avait été décidé? Justement parce Luanda, que tous les accords signés par M. Félix Tshisekedi étaient en violation des dispositions pertinentes de l'article 213, 214, 215, 216 de notre Constitution. Parce qu'il n'a pas respecté la procédure. C'est vrai qu'il a signé des accords, mais dès lors qu'il n'a pas respecté notre Constitution, la Constitution est claire. La Constitution est claire. On ne peut pas appliquer un accord qui a été négocié en dehors du cadre constitutionnel. C'est clair. Mais maintenant, pour y arriver, on doit extirper le mal. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, est comme le carburateur défectueux. Et vous comptez le réparer pour faire marcher la machine. Vous ne ferez rien avec ces messieurs. Rien. Donc, si je comprends bien, la mise en œuvre de cet accord ne profiterait pas à la RDC? Si on cède ne fût-ce que 1% dans ce qui est demandé, nous perdons. Et n'oubliez pas, si nous allons dans cette logique, il n'y aura pas de poursuite. On n'aura même pas une paix fragile. Il y aura, avec ça. non, mais cette paix fragile, c'est ce que nous avons déjà. Nous devons éviter d'avoir des paix factices. Ça, c'est une fausse paix. Non, dites-moi, on tue nos frères chez nous et à la fin, les assassins s'arrangent avec le commanditaire, ils s'entendent, ils prennent des options et puis on dit voilà, nous avons créé la paix. Non. Alors ceux qui ont été fauchés, les familles qui ont été touchées, comment allez-vous réparer sans justice? Il n'y a pas de paix sans justice. Nous devons exiger que la justice soit faite. Tant que la démarche va dans le sens de taire les divergences et de mettre fin au crépitement des balles, sachez-le très bien, ça sera un fertilisant par la suite. Et j'insiste sur ces faits-là. N'oubliez pas que nous avons déjà un problème avec l'Angola. Les ZIC, les zones d'intérêt commun. N'oubliez pas qu'il y a un problème avec l'Angola sur Kayemba. N'oubliez pas que nous avons un problème avec la Zambie. N'oubliez pas qu'il y a un problème avec l'Ouganda. N'oubliez pas qu'il y a un problème avec le Burundi, avec le Soudan. Je prends ici Soudan du Nord et Soudan du Sud. N'oubliez pas qu'il y a un problème avec le Tchad. Alors ne me dites pas qu'aujourd'hui, parce que vous avez peur de crépitement de balles, vous allez cautionner. Est-ce que nous sommes préparés à tout ça? Non, fort malheureusement. Avec non, les pouvoirs en place. Il n'y a pas d'intelligence dans ça. C'est ça le problème. Et je me pose la question. L'État y a investi dans la formation. Où sont passés les hommes intelligents de ces pays? Où êtes-vous? Réveillez-vous. Ne laissez pas les apépristes mettre en danger l'avenir de toute une nation. On va transférer. C'est ça la démarche. On va transférer, on va reporter la crise pour le futur. Nos enfants sont-ils prêts à ça? Parce que le Rwanda travaille dans le temps. Ils ont commencé à créer la crise depuis 1964. 1964. Ils ont commencé à agir depuis 1964. Ils ont intégré nos institutions. Ils ont commencé à formater un système de déstabilisation jusqu'aujourd'hui. Ça fait combien d'années? 61 ans. Alors, imaginez-vous, si on reportait la crise vers les années qui viennent, avons-nous formé nos enfants pour y faire face? Mais eux le font. Ils le font. Et la grande bêtise dans ces pays, on dit, les Banyamulenge sont des Congolais. Bon Dieu. Non. Vous nous avez trahis. Moi, j'ai fait ma part. Hein. Vous savez pourquoi j'aime passer sur les chaînes YouTube? Ça reste. Allez. Nos enfants sauront qu'il y a eu quelqu'un qui s'est levé. Aujourd'hui, je ne gagne rien. Mais demain, les gens comprendront que j'avais alerté et vous ne m'avez pas suivi. Merci beaucoup, Alain Bolodjoa, d'être passé. Tout ce que fait le Rwanda témoigne d'une volonté ou d'une préparation de très longues années. À nous de comprendre ceci, comme a dit Alain Bolodjoa, et d'inverser la vapeur afin que nos enfants
ne puissent pas vivre le même affre ou la même situation que nous endurons en cette période difficile. Merci d'être passé. Bon week-end à vous. Merci. Et bon week-end aussi à vous tous qui nous avez regardés. Nous vous retrouvons dès la semaine prochaine avec de nouveaux invités sur votre plateau. Déjà, dès ce lundi, Jean-Pierre Tatou Kayembe reprend l'antenne et moi, j'irai pour 2 jours ou 3 jours de vacances. Merci.